Bonjour. Bienvenue au Festival des Écotopiales, donc un festival qui est organisé par le Centre de compétences en durabilité de l'Université de Lausanne. Et nous avons le plaisir de vous inviter aujourd'hui, pour cet après-midi, de 14h à 17h, à cet atelier « Écouter les terrestres ». On va s'intéresser ici à comment est-ce que le théâtre pourrait réinventer nos liens avec le vivant dans un monde en crise écologique, qui est aussi en fait en lien avec ce festival des écotopiales, festival des imaginaires écologiques. Pour ceci, j'ai la chance, l'honneur de partager cet atelier avec Daniel Chaperon, professeur à l'Université de Lausanne et aussi au Centre d'études théâtrales, ainsi qu'avec Claire de Ribaud-Pierre, Massimo Furlan et Martine Reinhardt, qui est là au fond, et qui sont des artistes qui viennent aussi participer à l'atelier et qui auront la possibilité de nous parler un peu plus, de manière plus approfondie de leur travail artistique. Et c'est aussi ce qui va rythmer cet atelier. Cet après-midi sera donc déroulé ainsi que tout d'abord vous aurez droit à 2 introductions de la part de Daniel Chaperon et puis de l'équipe artistique. Et puis ensuite vous aurez la partie atelier qui va composer la majeure partie de cet événement en différentes étapes qu'on vous expliquera par étapes. Ce sera beaucoup plus simple pour la continuité. Et puis finalement vous aurez la chance d'en apprendre plus sur le projet Dire la Terre. Voilà, je vous laisse sans plus attendre avec Daniel Chaperon. Ah bon. Je dois monter. Voilà. Bien, eh bien, merci d'être là déjà. Et puis, donc 2 petites introductions. Désolée pour ceux qui connaissent ça par cœur, mais petite introduction sur la dramaturgie. Et puis, là, vous connaîtrez peut-être moins ce que nos amis ont à dire, mais le deal, c'est 15 minutes chacun. Et du coup, dramaturgie. Alors, si vous étiez devant votre écran, c'est peu probable, le 13 février 2022, vous avez peut-être vu apparaître à l'émission sportive sur la RTS ce mot, dramaturgie, en très grand et en très rouge. Et évidemment, j'ai vite été capturer l'écran parce que ça m'a marqué. Et si vous vous souvenez, c'était les Jeux Olympiques de Pékin. Et Marco Odermatt, qui avait très très mal commencé ces Jeux Olympiques, dans le brouillard, à la 2e manche, va gagner la médaille d'or du géant. Mais pourquoi dramaturgie pour qualifier sur un plateau d'émission sportive cette performance ? Alors je suppose que c'est parce que finalement le parcours de Marco Odermatt dans ces Jeux Olympiques avait produit tellement de suspense, avait été tellement exaltant que c'est comme s'il avait été conçu par quelqu'un, à savoir un dramaturge. On peut supposer que c'est cela. Mais ça pose des questions sur qu'est-ce que c'est la dramaturgie, dès lors que l'on peut l'ouvrir à un sens aussi large et populaire, on va dire. Enfin, pas sûr que ça ait beaucoup d'impact. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Alors, dramaturgie... le mot est un peu compliqué, mais il est en écho, en tout cas pour ce qui est de sa terminaison, avec quelques mots de la langue française, assez rares, hein, il n'y en a pas 36 000, qui se terminent tous en urgie, en particulier démurgie, qui est au sens propre du terme, démurgie, c'est l'artisanat pour la Grèce antique. Et vous verrez que cela a quelque chose à voir avec cela. Effectivement, la terminaison urgie désigne quelque chose comme une technique ou un artisanat. Tout simplement parce que ça veut dire fabriquer. La terminaison urgie, ça veut dire fabriquer quelque chose. C'est une sorte d'équivalent un peu plus spécifique au théâtre de la poétique. Racine grecque, même histoire, fabrication, production. Mais quelque chose qui nécessite de la technique. Et ça vient de ergon. Voilà, je vous ai mis toute la tartine étymologique. Le mot dramaturgie est plus récent qu'on croit, malgré ses échos grecs. Il est apparu en langue française depuis l'italien à la fin du XVIIe siècle, se diffuse un peu au XVIIIe siècle.
et c'est au milieu du XVIIIe siècle qu'il prend son essor. Tout simplement pour spécifier justement le geste poétique. Poétique, ça veut dire fabriquer aussi, pour essayer de le localiser dans le territoire du théâtre. Le problème, c'est drama, évidemment. Alors, drama, c'est l'action, toujours en grec. Et on comprend qu'il s'agit de fabriquer quelque chose à partir de l'action. Et voilà, je vous ai mis carrément Aristote, mais tout simplement pour dire que la dramaturgie et la poétique, ou la poétique, les termes sont à peu près équivalents, concernent une technique de fabrication de la représentation de l'action humaine. Donc, dramaturge, c'est ça. Alors, supposons que Marco Odermatt, il agit. Quelqu'un a peut-être donné forme à son action, le faisant passer du malheur du début de son parcours au bonheur de monter sur le podium à la fin de son parcours. Comme si quelqu'un avait construit cet enchaînement. Donc, technique de fabrication, de représentation de l'action humaine, et non pas représentation d'êtres humains, comme le dit bien Aristote à un moment dans la poétique. La tragédie est représentation, tragédie et le théâtre, même chose en l'occurrence dans cette phrase, représentation non d'homme mais d'action, de vie et de bonheur. Le malheur aussi réside dans l'action et le but visé est une action, non une qualité. Or, c'est d'après leur caractère que les hommes ont telle ou telle qualité, mais d'après leurs actions qu'ils sont heureux ou l'inverse. L'action, c'est ce qui préside au bonheur et au malheur. C'est cela qu'il faut traiter au théâtre. Alors que représenter des hommes, c'est l'affaire d'autres techniques. Voilà. Alors, si on était du côté de Hannah Arendt, j'essaie de figurer cela ainsi. Il s'agit de produire des représentations solidement, c'est pour ça que ça requiert de la technique, de ce qui est fragile, soumis au basculement du bonheur et du malheur. Hannah Arendt, elle dirait que la fragilité de la chose représentée doit être prise en charge par la solidité de sa représentation. Donc le job du dramaturge ou des dramaturges, c'est de produire des représentations solides, vissées. Voilà. Et il faut un équilibre, parce que plus on a un sentiment de fragilité, plus il faut de la solidité pour la contrepartie. Car il s'agit bien, dès l'Antiquité, de se donner à regarder, contempler, comprendre, éventuellement contrôler son action. Et en tout cas, pendant 20 siècles, on a chargé la dramaturgie ou la poétique de produire des représentations qui nous permettaient de réfléchir, envisager, considérer notre propre action pour essayer de la contrôler. Dans la mesure où elle est peu contrôlable, dans la vraie vie, on peut toujours louper une porte ou faire un très mauvais temps dans la première manche. Ça, c'est de l'Antiquité au début du XXe siècle. Vous me direz, mais nous n'y sommes plus. En effet, il se passe quelque chose de particulier au XXe siècle, c'est qu'on en a commencé à soupçonner la solidité des représentations, d'être illusoire au service de la bourgeoisie, de l'ordre de l'illusion et de l'aliénation, et donc que toutes les normes de solidité devaient être remises en question, détruites, déconstruites, critiquées. Bref, on a plutôt eu tendance, plus le siècle a avancé, à se dire, mais pour représenter la fragilité de l'être humain, il faut des représentations qui acceptent d'être fragiles. Et non plus vissées, bloquées, coulées dans le marbre. Couler dans le marbre. Vous avez déjà essayé de couler du marbre. Bon, bref, couler de bronze. Voilà. Donc, on en est là, à peu près à la fin du XXe siècle, dans ce soupçon qu'à force de produire des représentations solides, on est dans la négation de la fragilité, dans le déni. On se croit très fort, très sûr, détenteur de toutes sortes de vérités et de capacités, et qu'au contraire, on aurait besoin de se confronter, de contempler, de regarder, de penser vraiment sa fragilité à l'aide de représentations elles-mêmes fragiles. Cela dit, il faut aussi de la dramaturgie pour construire c'est ça le paradoxe, il faut de la dramaturgie et des dramaturges pour construire des représentations qui acceptent d'être fragiles,
en suspens, et ni marbre, ni béton, ni bronze. Et puis aujourd'hui, on est au XXIe siècle, puis on se dit, ok, ça fait longtemps qu'on est en train de déconstruire, détruire, critiquer, et puis disons qu'on a un petit problème aujourd'hui. Voilà. Alors aujourd'hui, hésitation. Bien sûr, il ne s'agit pas de revenir aux normes anciennes, où les représentations devaient en quelque sorte masquer la fragilité de la réalité. Mais en même temps, aujourd'hui, le champ de l'extension de la fragilité s'est tellement étendu, menaçant la condition même de l'habitabilité de la planète, qu'on se dit, ça serait peut-être bien qu'on essaie de comprendre, de regarder en face et peut-être de contrôler ce qu'on fait. Cependant, la solidité reste toujours un problème plus qu'une solution. Du côté de la solidité, il y a ceux qui pensent détenir la vérité. Donc, ce n'est pas parce qu'on a besoin d'essayer de comprendre et de contrôler qu'il ne faut se retourner en arrière. C'est ce que j'ai marqué. Attention au mirage, j'ai fait une petite faute. Attention au mirage du technosolutionnisme artistique. Entre solidité et fragilité, c'est toujours plus que jamais affaire du dramaturge, parce qu'il s'agit plus simplement d'appliquer des normes de fabrication. Il s'agit de mesurer justement cet équilibre, déséquilibre, remise en question perpétuelle entre les représentations qui nous aident à penser et empêcher qu'elles se figent. Et puis, juste pour dire que par rapport aux 20 siècles précédents, représenter l'action, ça a été toujours raconter des histoires. C'est ce qu'on entend dans dramaturgie, c'est raconter des histoires. C'est clair que ça fait des décennies qu'on a d'autres moyens que raconter des histoires pour essayer de penser notre situation. On peut décrire, on peut réfléchir, on peut utiliser des genres non narratifs. J'ai mis une petite liste, poèmes, portraits, paysages, essais, documentaires. Toutes ces formes-là sont accessibles au théâtre et ne racontent pas forcément une histoire. Mais c'est toujours de la dramaturgie, même si on s'éloigne de l'étymologie de base. Par ailleurs, mais là, je viens de dire cela, mais la question des histoires est de nouveau au premier plan, parce que la question de qui agit et qui est agent devient cruciale. Nous ne sommes plus les seuls détenteurs de l'agentivité en tant qu'être humain. Pendant 20 siècles, le théâtre n'a pas pris en charge que l'agentivité humaine. Comment est-ce qu'on explore l'agentivité des autres êtres et comment est-ce qu'on raconte des histoires qui intègrent ces autres agents? C'est-à-dire, voilà, on a construit, on a détruit, puis là, on est dans ce moment où on se dit « Oula, il faudrait que je fasse un petit mix des deux ». Eh bien, retour en force des dramaturges, car après tout, c'est à eux de faire ça. Voilà, je crois que j'ai dépassé. Je passe le slide. Je sors du PPT. Ouais. Oui. Si tu pars dedans. Ok. Si je pars dedans, ça marche. Non, là, Non, attends, tu faut là. Vas-y. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai envie de dire merci de nous accueillir cet après-midi. En tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec vous jusqu'à 17h. Si j'ai bien compris, moi, j'ai 150 minutes pour présenter un peu le travail qu'on fait. Ça va être juste. Claire, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose en introduction. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là. Il marche. Ah bon ? Oui, il marche. Donc, on va rapidement
on a un quart d'heure avant de partir sur les ateliers, pour vous mettre au travail. C'était un peu l'occasion de se dire qu'on partage des outils avec lesquels on travaille dans la compagnie avec Massimo. Et puis, vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une rencontre, comment est-ce qu'on s'écoute les uns les autres, comment est-ce qu'on écoute des histoires, et puis finalement, comment est-ce qu'on les monte. Donc, vous allez faire ces différentes étapes dans l'atelier. La rencontre, l'histoire, et puis le montage des histoires. Merci à Daniel pour cette introduction, fragilité et solidité. Ça nous met la pression. Merci aux Écotopiales de nous accueillir d'ailleurs. Moi, je voulais peut-être rebondir un peu sur, comme Daniel nous l'a présenté, sur un exemple très assez précis, hospitalité, que vous voyez là à l'écran. C'est un projet qu'on a créé il y a quelques années et qui donne la parole à des personnes. Et puis, ce que je voulais vous décrire, en fait, c'est comment tout ça commence, quoi. Enfin, moi, je suis, on va dire, l'artiste, et puis je suis invité dans un village dans le Pays Basque français, près de Bayonne. Et puis, au début, ça ne m'intéresse pas trop et tout. Puis après, moi, la question de village, à ce moment-là, m'intéressait. Donc, je dis, OK, je viens. La personne qui m'invitait, je ne la connaissais pas très, très bien. C'était un musicien, comme ça. Et il me dit, carte blanche, tu viens dans le village et après une semaine, tu fais quelque chose, quoi. Et en y réfléchissant, je lui dis, si je viens, moi, ce que j'aimerais, c'est rencontrer des gens du village et qu'ils me racontent ce que c'est, entre autres, d'être basque. Je ne connaissais pas très bien cette culture, cette langue et tout, etc. Donc, j'arrive dans le village et effectivement, pendant toute la semaine, je vais rencontrer des gens qui sont le maire du village, l'ancien maire du village, une agricultrice bio à la retraite, une prof de gym, un ingénieur, une esthéticienne, etc. Et je m'entretiens avec eux, je leur demande alors comment c'est la vie dans le village, etc. Et ils me racontent avec beaucoup de générosité un peu leur vie, le village et tout, etc. Et à chaque fin d'entretien, je leur demande, et puis aujourd'hui, de quoi vous avez peur, quoi. Et plusieurs vont me répondre, on a peur des prix de l'immobilier. Les maisons sont trop chères, les jeunes ne peuvent pas rester dans le village, les jeunes partent, et plusieurs me parlent de ça, quoi. Et puis, à la fin de la semaine, je les ai réunis. Alors, on me disait, alors, tu as une idée? J'avais aucune idée, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire, mais bon, voilà, à force de rencontrer ces gens, une idée me vient. On était dans un moment, et ce moment, il n'est pas terminé, c'était un moment dramatique, entre autres de naufrage dans la Méditerranée de migrants. Et c'était terrible. Et en fait, en fin de semaine, je les ai réunis et je leur ai dit, j'ai un projet, j'ai trouvé la solution pour faire baisser les prix de l'immobilier. Vous allez accueillir des migrants dans le village, et plus vous allez en accueillir, plus les prix de l'immobilier, je peux vous le garantir, vont diminuer. Alors je ne me suis pas fait casser la figure à ce moment-là, il y a eu un grand silence, je me demandais, mais qu'est-ce qui nous veut, tout ça, etc. En même temps, moi j'avais eu le temps quand même de les rencontrer, donc de sentir qu'il y avait une possible demi-provocation. J'ai mis un palier intermédiaire comme ça, où j'ai dit que on ferait peut-être semblant, etc. Le fait est que après, j'ai dit, je reviens dans 3 mois et on en rediscute. Réfléchissez à ça, etc. Et parce que je leur avais dit, mais vous savez, on va faire semblant, toi, le maire du village, tu vas être la figure neutre. L'ancien maire, c'est toi qui vas venir dans le village dire, voilà, j'ai un projet, je veux absolument. L'ingénieur va s'opposer très violemment. Et puis on va, voilà, c'était l'idée de l'hospitalité. Qu'est-ce que c'est ce geste, cette action? Qu'est-ce qui l'engendre? Pourquoi nous autres, entre autres Européens, avons un problème avec l'hospitalité? Et donc, je dis, c'est là-dessus qu'on va réfléchir, quoi. N'ayez pas peur et tout. Je reviens 3 mois après, et l'ancien maire me dit, mais moi je ne peux pas faire semblant. Donc là, j'avais déjà le sourire. Il me dit, moi, je ne peux pas faire semblant. Il faut qu'on accueille des gens, quoi. Et donc, plus concrètement, ils ont créé une association dont certains des interprètes ont fait partie, d'autres pas. Et puis, avec Claire, on a fait des allers-retours et on leur a dit, nous, on va suivre déjà cette aventure-là. Est-ce qu'on arrive à accueillir? Comment on réfléchit à ça? Si on veut le faire bien, qu'est-ce que ça implique? Et tout, etc.
Et puis, en l'entretemps, je croise Vincent Baudrier, le directeur du théâtre de Vidy. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as comme projet? Je lui dis, ben voilà, je suis basque. On travaille sur cette idée-là. Et Vincent me dit, ben voilà, ben, ok, je prends ça. De quoi as-tu besoin? Vu que j'avais strictement aucune idée, je lui dis, ben, évidemment, du Grand Plateau, quoi. Donc, à partir de ça, je retourne au Pays Basque, je les reconvoque et je leur dis, ben voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Dans 1 année et demie, vous serez sur la scène d'un théâtre et avec des gens en face de vous et vous allez leur raconter ce qu'on n'a pas encore vécu, c'est ce qu'on va vivre ensemble, enfin, etc., etc. Et puis, comme les Basques sont des gens très expansifs, ils m'ont dit, bon, si tu veux. Et à partir de là, enfin, voilà un conteneur de fragilité qui se met en place. À partir de là, comment on va faire, quoi? Évidemment, aucune de cette équipe-là n'avait eu une moindre fois dans sa vie l'envie de faire du théâtre, donc c'était quelque chose. Pourquoi pas, quoi. Enfin, et voilà, on a fait cette aventure. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que, donc, d'une part, c'est le pur hasard de rencontrer ces gens, en quelque sorte. On le provoque un peu. Mais on ne les choisit pas, ce n'est pas un casting où je veux quelqu'un de particulier, comme ci, comme ça, avec une histoire comme ça. Donc on est obligé quelque part, à partir de là, nous, de se poser plein de questions qui ont trait à la scène, comment on représente, comment on va le raconter, quelles histoires, dans quel on va dire, décor, où se positionner. Et puis d'autre part, ce qui est une des raisons, je dirais, de cet attrait que l'on a pour la rencontre, et souvent, la plupart du temps, fortuite, c'est que dans mes premiers projets, lorsque il y a de nombreuses années, moi, j'ai aucune formation de théâtre. Donc déjà là, c'est pas ma place, quoi. Doublement. Mais moi, j'ai pas fait de formation de théâtre. Ça m'a toujours fasciné. J'ai fait de la scénographie, un peu par hasard. Et puis ensuite, j'ai commencé des choses à la Odermatt, mais plutôt footballistique, etc. J'ai essayé, j'ai expérimenté des choses, mais ne venant pas du champ du théâtre. Et puis en même temps, lorsque j'étais scénographe, je me disais toujours, mais la scène, c'est quand même un endroit, c'est un lieu fantastique, quoi, d'une liberté qui permet de convoquer. Et j'avais toujours on va dire, ce rapport un peu contrarié avec ce monde-là, c'est que pour moi, tout le monde peut prendre la place sur cette scène-là. Il y a des acteurs exceptionnels comme Martin Reinhardt qui sont formés, qui peuvent porter en eux non seulement une technique, mais un savoir théâtral, etc. C'est pas ça que je conteste, mais je me dis, mais c'est bien aussi de faire rentrer d'autres personnes. Et vu que je savais rien faire, moi, lorsque on m'a permis d'être sur une scène, j'avais la liberté totale. Et dès le départ, j'ai invité des gens, toutes sortes comme ça. Et donc, des années après, entre autres, à travers cet exemple-là, pour moi, pour nous, je crois, c'est quelque chose d'assez naturel de dire « Ah, mais tiens, prenez la parole. » quoi. Et ce qui est intéressant, vu que par rapport à ce que vous allez faire cet après-midi, raconte-moi ta vie, je pense à un autre spectacle, Les Italiens, pour prendre un exemple, c'est les joueurs de cartes du théâtre de Vidy, avec qui on a fait tout un travail et tout, etc. La plupart du temps, je disais « Giuseppe, raconte-moi ta vie ». Et les gens disent « Oh, mais moi, ma vie, elle est absolument pas intéressante. Je suis arrivé, famille, enfant, et puis maintenant, je suis à la retraite. » Et ça, c'est une question du temps, de la rencontre, c'est-à-dire prendre le temps de se revoir, de rediscuter. Il y a une question dans notre processus de lien, créer un lien, créer aussi, je veux dire, une forme de confiance. On leur fait confiance. Je dis, moi, Giuseppe, je te fais confiance. On va trouver, on va chercher et tout. Et peu à peu, voilà, que cette histoire, elle est beaucoup plus complexe. Elle est pleine de on va dire, de dimensions qui peuvent être intéressantes par rapport à ce qu'on a comme idée et tout, etc. Donc au départ, souvent, là, tout le temps, on dit, mais moi, je veux bien, mais je sais pas quoi dire. J'ai rien à dire. Ce qui est totalement, à mon avis, faux. Oui, alors c'est autour de ces étapes-là, de la question de la relation, vous allez être en relation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, mais avec lequel vous n'êtes pas forcément déjà en lien. Donc écouter, faire confiance
et puis collectionner. Nous, avec le projet Hospitalité, qui est un des premiers, c'est pas tout à fait le premier, mais un des premiers qui travaillait sur cette question de la rencontre et de récolter des histoires et des récits, c'est prendre des notes, et être très attentif, écouter et se dire tout à coup, là, il y a quelque chose qui m'interpelle, il y a quelque chose qui est fort dans cette histoire, qui a l'air vraiment d'appartenir à cette vie-là, et que cet événement, ça peut être une anecdote, ça peut être un lieu, ça peut être une rencontre, ça peut être la description d'un métier. Donc c'est ce qui est arrivé avec Hospitalité. Il y a une personne qui raconte son métier de potière, il y a une femme qui parle de sa maison d'enfance, une autre qui parle de son père qui était portugais et qui a aidé des Portugais à venir en France. Enfin, chacun avait un point de vue différent. Un jeune qui parlait de son amour pour le moulin. Je vais devoir te demander. Besoin du doigt de Daniel. On a besoin du doigt de Daniel. Et puis, donc, c'était sur tous ces plans. On avait des plans très différents pour chacune. Et puis ensuite, il s'est agi de les monter. Et on a décidé, pour cette version-là, c'est ça, ce petit court extrait qu'on va vous montrer, c'était de monter ces histoires les unes par rapport aux autres. Donc vous allez entendre, ils sont 8, et chacun suit son histoire. Et c'est un montage entre des voix, comme un chœur. C'est devenu une sorte de partition, si on veut, de toutes ces histoires qui vont s'agencer ensemble pour ensuite raconter par fragments cette question de l'accueil et de l'hospitalité. Comment l'hospitalité s'insère dans les vies de chacune et de chacun. Alors, je vous montre juste un bref extrait de 2 minutes, qui est le début, en fait, qui est à peu près le début du spectacle, qui est en tout cas le début de la prise de parole. Petite ferme, rouge et blanche, en face de l'église. Ce matin, comme quasiment tous les matins, j'arrive devant cette porte rouge. C'est une des 4 portes de la grange. Je suis né dans une ferme isolée, une grande maison blanche avec des volets peints tantôt en vert, tantôt en rouge, entourée de champs et d'une grande forêt. Moi, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Je suis arrivée à la Bastide à l'âge de 11 ans, dans une belle et grande maison neuve imaginée et construite par mes parents. En 1949, pour fuir la dictature de Salazar, mon père et 5 compagnons partent du sud du Portugal pour émigrer en France. J'ai travaillé 2 ans sans relâche, tous mes week-ends et toutes mes vacances. Je suis originaire de la Bastide de Clérance, village Chardégou, situé au cœur du Pays Basque, plus précisément dans la province de Navarra. La ferme de mes grands-parents se situait dans la partie basse du village, dans le quartier que l'on nomme Pessarou. C'est le groupe Esperanza qui m'a donné le goût des voyages. En ouvrant la porte, une pièce en terre battue. C'est l'escazza en langue basque. C'est là qu'on reçoit les parents et les amis, et qu'on y fait la fête. Ce lieu qu'on appelle la grange est un des bâtiments réhabilités par la mairie pour accueillir et installer des artisans d'art au village. Je suis le 3e garçon d'une famille d'agriculteurs, plutôt aisée. Je suis le petit frère, enfin le petit joujou de mes frères. Avant, je vivais dans un village à une demi-heure de là, avec mes parents et mon petit frère, dans une maison où nous avons vécu, nous avons joué et où nous sommes tous nés. Il marche pendant 3 mois, la nuit, sans papier. Il traverse l'Espagne de Franco. C'est dimanche, la peinture est encore toute fraîche. L'après-midi, mes 2 frères m'aident à aménager tous les meubles. Et le soir, ça y est, c'est notre première nuit dans notre nouveau chez nous. Mes parents et mes grands-parents, mon épouse ainsi que ses parents, nous sommes tous des Bastidos. Ma mère était originaire d'Avignon et mon père était un Bastido. Ensemble, ils ont créé une petite entreprise près de Bayonne et c'est pour cela que j'ai passé beaucoup de temps dans la ferme de mes grands-parents. Esperanza, c'est le groupe de danse traditionnel du village. Et quand nous étions enfants, c'était la seule activité que nous pouvions pratiquer. À droite, ça doit connaître la réplique précédente et puis continuer le fil de son récit, en fait. Ouais, et bon là c'est très rythmé et tout. Donc l'idée pour nous c'était voilà que la spectatrice, le spectateur reçoivent une somme d'informations comme ça qui au départ sont vraiment éclatées. Et en fait d'une part peu à peu voilà on suit le chemin de chacune et de chacun et au final on va arriver à une seule voix en fait, la voix on va dire du groupe. Moi je suis à l'intérieur. Je leur avais dit, je me mets avec vous comme ça pour leur donner un peu confiance. Et puis,
J'étais avec eux aussi parce qu'il y avait une forme quand même de consensus sur cette question d'hospitalité. Et moi, j'avais la figure de celui qui vraiment s'opposait violemment par rapport au projet. Je crois qu'on a... On a déjà passé les 15. Je ne sais pas, peut-être vous avez des questions, non? Mais je pense qu'on va expliquer la manière dont on va procéder, puis là, il y aura peut-être des questions, justement. Merci. Alors, si c'est possible de afficher le PowerPoint. Ça va être là, je pense. Parfait. Donc, désolée d'avoir un petit peu coupé cette magnifique présentation. Merci beaucoup. Merci aussi à Daniel d'avoir présenté un tout petit peu la dramaturgie. J'espère que ce sera inspirant pour cette partie atelier qui commence maintenant. Et nous avons donc une première étape qui va fonctionner en duo. Chaque personne a normalement reçu un petit coupon, soit rouge, soit bleu. Est-ce que tout le monde a reçu un coupon? Si ce n'est pas le cas, merci de peut-être lever la main. Comme ça, on trouvera une... Non, parfait. Idéal. Ce qu'on va vous demander maintenant, c'est que sur votre coupon figure un numéro et une lettre, donc un T ou un S. Et on va vous demander de retrouver la personne qui a le même numéro que vous dans l'autre couleur. Donc, c'est-à-dire un coupon bleu 8 ira avec un coupon rouge 8. Je vous laisse volontiers faire maintenant les groupes et dès que vous avez trouvé la personne, vous vous installez juste quelque part ici en salle et on vous donnera les instructions. Bien aussi autour de la question de la terre. Enfin, on va leur expliquer un peu comment raconter, à quoi être attentif, tout ça. Ouais. Oui, quand tu... Ouais, parce que... L'idée, c'est que dès qu'ils ont formé les groupes, ils reviennent attentifs. Oui, voilà, exactement. Puis ensuite... grâce aux consignes. Ouais. Et volontiers, moi, j'indique justement qu'ils doivent raconter une anecdote. Ouais, et puis nous, on complète. Voilà, comment on raconte une anecdote. Ouais, alors, oui, déjà, je ne sais pas, la personne... Ça va? Alors, dès qu'ils se sont trouvés... Alors, est-ce que est-ce que tout le monde a trouvé sa partenaire, la personne avec qui il doit collaborer? Tous les duos sont réalisés? Non? Quel est votre numéro? Le 2. Numéro 2. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore de binôme? Non? Ok, parfait. Génial. Vous pouvez faire un marché noir Voilà, exactement. Donc là, il y a deux rôles distincts. Donc vous êtes en duo. Et le principe serait qu'une personne va avoir le rôle de témoin, qui est donc la lettre T, et va pouvoir avoir la possibilité de raconter à la personne avec le coupon bleu S, qui est le scribe, une histoire, une courte histoire personnelle qui est en lien avec la Terre. Donc la Terre santé, qui est donc... Santé majuscule, oui, pardon. Santé majuscule, donc qui évoque un lien à la Terre. Je ne sais pas si là tu veux peut-être compléter. Oui, quand on dit la Terre, c'est une expérience ou une histoire qui vous lie soit à un coin de terre en particulier ou à une personne qui est un paysan ou une ferme, un lieu, un animal, une expérience que vous avez eue en lien direct avec la Terre. Et ça... et je reprends. Donc c'est quelque chose qui vous est arrivé, qui vous habite, qui peut remonter très loin dans le temps ou une expérience récente, hein, c'est égal. Ouais, ça peut être vous, mais où vous parlez de, je sais pas, de votre grand-mère, enfin, etc. Là, je vois, en fait, on est à côté d'un cimetière, donc la terre mise en terre. Là, il y a un truc qui est pas mal, quoi. Et de l'autre côté, ils plantent des arbres. C'est super. Bravo, hein, bien vu, Ecotopia,
le truc. Donc voilà, il y a terre, là, voilà, on ouvre les rideaux, et vous voyez les trous là qui vont accueillir des arbres qui vont mourir dans 10 ans. Et voilà. Mais bon, donc voilà. À vous de voir un peu, donc sur cette question, on va dire, voilà, enfin c'est pas la terre autant, enfin voilà, au milieu, enfin, etc. Ce lien. Et puis l'histoire, elle se fabrique, c'est-à-dire que le rôle du script, c'est de questionner aussi, de demander des précisions, d'essayer d'obtenir le plus comme un petit tableau, on dirait une sorte de petit film, c'est comme ça qu'on travaille, sur dire quel âge a la personne quand ça lui arrive, où ça se situe, décrire des éléments du paysage et puis décrire cette action et l'émotion qu'elle procure, par exemple. Et la personne du script qui est vraiment à l'écoute, c'est celle qui questionne, en fait, qui joue le rôle qui est un peu notre rôle quand on écoute quelqu'un qui nous raconte une histoire. Comment est-ce que je retiens cet élément? Et puis, on peut prendre quelques notes sur un papier. Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut pour... voilà. Exactement. Au fond de la salle, vous trouverez du papier, des stylos si vous souhaitez prendre des notes. Et puis, on propose aussi quand même que vous choisissiez à la fin de votre échange 3 mots-clés qui vous permettront aussi ensuite de passer dans la deuxième phase de l'atelier. Et puis, pour cela, pour que vous soyez aussi en confiance et que vous appréciez l'expérience, vous avez le droit d'aller absolument partout. Il faut juste que vous soyez de retour dans cette salle dans 15 minutes. Donc, on vous laisse aussi aller à l'extérieur si vous le souhaitez, vous installer ailleurs dans la salle. Voilà, vous êtes libre en duo. Ouais.